Chapitre 8 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. Suite de l'histoire de la noix dure. Vous savez, mes enfants, reprit le conseiller dans la soirée suivante, pourquoi la reine faisait si activement surveiller la princesse Pirlipat? Elle était trop sage pour se laisser prendre par les machines de Drosselmayer. Et l'astronome particulier de la cour prétendait savoir que la famille du Matouchner était capable d'éloigner la dame Mosrynx du berceau. Et voici pourquoi chaque nourrice tenait sur ses genoux un membre de cette famille, qui du reste était attachée à la cour comme conseillère secrète des légations, et l'on cherchait à adoucir leur pénible service par des caresses convenables. Il était déjà minuit lorsqu'une des nourrices particulières placée tout près du berceau s'éveilla comme d'un profond sommeil. Tout autour d'elle on dormait. Aucun bruit, un silence de mort si profond qu'il permettait d'entendre le travail du ver dans le bois. Mais que devint la surveillante lorsqu'elle aperçut juste devant elle une grosse souris, très laide, qui, dressée sur ses pattes de derrière, avait placé sa tête près du visage de la princesse. Elle se leva avec un cri terrible, tout le monde s'éveilla, et la souris, c'était dame Mosrynx, s'élança vers un coin de la chambre. Les conseillers de légation se précipitèrent à sa poursuite, mais trop tard, elle disparut dans une fente du plancher. La petite Pirlipat se réveilla à tout ce bruit et se mit à crier très fort. Grâce au ciel, elle vit, s'écrièrent les surveillantes. Mais quel ne fut pas leur effroi en regardant l'enfant. À la place d'une tête blanche et rose, aux boucles d'or, on vit une tête épaisse et sans forme, sur un petit corps rapetissé et racorni. Les yeux bleus étaient devenus des yeux fixes, verts et sans regard, et la bouche s'étendait d'une oreille à l'autre. La reine était prête à mourir de chagrin et à suffoquer de sanglots, et il fallut garnir de tapis les murs du cabinet de travail du roi, parce qu'il s'y frappait la tête en criant « Malheureux monarque que je suis !» Il aurait pu se convaincre qu'il eût été mieux pour lui de manger des saucisses sans lard et de laisser la dame Mosrynx vivre en paix sous son foyer avec sa lignée. Mais cela ne lui vint pas en idée et il rejeta toute la faute sur l'horloger mécanicien de la cour, Christian Elias Drosselmayer de Nuremberg, et il rendit le suivant arrêt. Drosselmayer devra, dans l'espace de 4 semaines, rendre à la princesse Pirlipat sa première figure, ou indiquer un moyen efficace d'exécuter cette œuvre, faute de quoi il devra mourir misérablement par la hache du bourreau. Drosselmayer ne fut pas peu effrayé. Toutefois, il eut confiance en son adresse et en son étoile, et commença de suite la première opération nécessaire. Il démonta entièrement la princesse Pirlipat, dévisa ses pieds mignons et ses petites mains, examina leur structure intérieure. Mais il vit que plus la princesse grandirait, plus elle serait laide, et il ne savait comment y remédier. Il la remonta soigneusement et retomba auprès de son berceau, qu'il ne devait pas quitter dans une profonde tristesse. Déjà la 4e semaine commençait lorsque le roi jeta dans la chambre un regard plein de courroux et dit en le menaçant de son sceptre: « Christian Elias Drosselmayer, guéris la princesse ou tu mourras. » Drosselmayer se mit à pleurer amèrement, mais la princesse Pirlipat se mit joyeuse à casser des noix. Pour la première fois, le mécanicien remarqua pour les noix l'appétit de Pirlipat, et il se rappela qu'elle était venue au monde avec des dents. Et dans les faits après sa transformation, elle avait crié jusqu'à ce qu'on lui eût donné par hasard une noix. Alors elle l'avait brisée, on avait mangé l'intérieur et s'était tenu tranquille. Depuis ce temps, les nourrices ne trouvaient rien de mieux que de lui apporter des noix. Ô saint instinct de la nature, éternelle et inépuisable sympathie de tous les êtres, s'écria Drosselmayer, tu me montres la porte de tes mystères, je vais frapper et elle s'ouvrira. Il demanda aussitôt la faveur d'un entretien avec l'astronome de la cour et fut conduit près de lui avec une nombreuse escorte. Ces deux messieurs s'embrassèrent en pleurant, car ils étaient amis intimes, s'enfermèrent dans un cabinet secret et feuilletèrent une foule de livres qui traitaient de l'instinct, des sympathies, des antipathies et d'autres choses mystérieuses. La nuit vint, l'astronome regarda les étoiles et tira avec l'aide de Drosselmayer, aussi très versé dans ces sortes de choses, l'horoscope de la princesse Pirlipat.
Ce fut un difficile ouvrage, car les lignes s'embrouillaient de plus en plus. Mais quelle joie plus grande que la leur quand ils virent clairement que la princesse Pirlipat n'avait rien autre chose à faire pour rompre le charme de sa laideur et redevenir belle que de manger la douce amande de la noix Krakatuk. La noix Krakatuk avait une si dure coquille qu'un boulet de canon d'une pièce de 48 pouvait l'atteindre sans la briser. Cette noix dure devait être cassée en présence de la princesse par un homme qui n'aurait pas été rasé et n'aurait jamais porté de bottes, et l'amande devait lui en être présentée les yeux fermés par ce même homme. Et lorsque celui-ci aurait fait s'embrancher 7 pas en arrière, il lui était permis d'ouvrir les yeux. Drosselmeier avait travaillé avec l'astronome 3 jours et 3 nuits, mais le samedi soir, au moment où le roi s'occupait de son dîner, Drosselmeier, qui devait être décapité le matin à la pointe du jour, s'élança dans l'appartement royal et, plein de joie, annonça au monarque le moyen trouvé pour rendre à la princesse Pirlipat sa beauté perdue. Le roi l'embrassa avec une excessive bienveillance et lui promit une épée ornée de diamants, 4 décorations et 2 habillements neufs pour le dimanche. Il faut de suite après le dîner se mettre à l'œuvre, ajouta-t-il plein de joie. Chargez-vous, cher mécanicien, de nous procurer le jeune homme non rasé et en souliers, avec la noix Krakatuk, et ne lui laissez pas boire de vin, pour qu'il n'aille pas trébucher quand il marchera en arrière comme une écrevisse, après quoi il pourra s'enivrer à son aise. Drosselmeier fut consterné de ces paroles du roi, et il dit, non sans hésitation et sans crainte, que le moyen était trouvé, mais que la noix Krakatuk et le jeune homme qui devait la briser ne l'étaient pas encore, et qu'il était même douteux qu'ils le fussent jamais. Alors le roi courroucé agita son sceptre en l'air en criant d'une voix de lion rugissant. Alors nous reprendrons la tête. Toutefois, Drosselmeier, consterné, fut assez heureux pour que le roi ce jour-là, trouvait son dîner à son goût, et qu'il fût par cela même mis en assez bonne humeur pour être capable d'entendre les observations raisonnables de la reine. Touché du sort de Drosselmeier, celui-ci reprit courage, et fit observer qu'il avait indiqué, comme l'arrêt le portait, un moyen de guérir la princesse, et que sa vie devait être sauve. Le roi traita cela de baliverne et de bavardage. Toutefois, il ordonna lorsqu'il eut pris un petit verre de liqueur stomachique que l'horloger et l'astronome se missent en route, avec la condition expresse de ne revenir que portant en poche, selon l'avis de la reine, la noix Krakatuk. L'homme pour la briser devant se trouver au moyen d'insertion dans les gazettes du pays et de l'étranger. Fin du chapitre 8. Chapitre 9 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. Fin de l'histoire de la noix dure. Drosselmeier et l'astronome restèrent 15 ans en route sans avoir pu découvrir la noix Krakatuk. Et Drosselmeier éprouva un jour un vif désir de revoir Nuremberg, sa patrie. Ce désir lui vint justement au moment où il fumait, en Asie, dans une grande forêt, une pipe de tabac. Ô belle patrie Nuremberg, belle ville, s'écria-t-il, qui ne t'a pas vu, lors même qu'il aurait été à Londres, à Paris et à Péterverdun, n'a pas encore eu le cœur ouvert, et doit toujours soupirer vers toi. Nuremberg, ô belle maison garnie de fenêtres. Pendant que Drosselmeier se plaignait ainsi dans sa mélancolie, l'astronome fut saisi d'une pitié profonde et se mit à gémir si haut qu'on l'entendait en long et en large dans l'Asie entière. Mais il se calma, s'essuya les yeux et dit: mes chers collègues, pourquoi rester ici à brailler de la sorte? Allons à Nuremberg, peu importe l'endroit, pourvu que nous cherchions la noix fatale. Cela suffit. C'est vrai, répondit Drosselmeier consolé. Et tous deux se levèrent, secouèrent leurs pipes et allèrent tout droit d'une traite du milieu de la forêt à Nuremberg. À peine arrivé, Drosselmeier courut chez son cousin, Zacharia Drosselmeier, doreur, vernisseur et fabricant de joujoux. Il lui raconta toute l'histoire de la princesse Pirlipat, de la dame Mauserink et de la noix Krakatuk, si bien que celui-ci lui dit, plein d'étonnement en joignant les mains:
Eh, cousin, quelle chose étrange! Drosselmeier lui raconta les aventures de son voyage, comme quoi il avait été 2 ans chez le roi des Dattes, comme quoi le prince des Amandes l'avait éconduit honteusement, et comme quoi il avait demandé vainement des instructions à la Société d'histoire naturelle d'Écureuil-la-Ville. Partout, il avait échoué et n'avait pas même pu trouver la trace de la noix Krakatuk. Pendant ce récit, Christophe Zacharias avait souvent fait craquer ses doigts. Il avait tourné sur un pied, fait claquer sa langue. Il dit ce serait bien le diable. Enfin, il jeta en l'air son bonnet et sa perruque, embrassa le cousin avec véhémence et s'écria: Cousin, cousin, vous êtes sauvé, sauvé vous êtes, ou je me trompe fort, ou je possède moi la noix Krakatuk. Et il alla chercher une boîte d'où il sortit une noix dorée d'une moyenne grosseur. Voyez, dit-il en la montrant au cousin, cette noix a des propriétés singulières. Il y a plusieurs années, au temps de Noël, un étranger vint ici avec un sac plein de noix qu'il offrait à très bon marché. Il eut une dispute juste devant ma boutique et mit son sac à terre pour mieux se défendre contre les marchands de noix du pays. Qui ne voulait pas souffrir qu'un étranger en vendît dans leur ville? Dans le même instant, une charrette lourdement chargée passa sur le sac. Toutes les noix furent brisées, à l'exception d'une seule que l'étranger m'offrit en souriant d'une manière étrange, pour un zwanzig de l'année 1720. Cela me parut singulier. Je trouvai justement dans ma poche un zwanzig de l'année que demandait l'homme. J'achetai la noix et l'adorai, sans savoir pourquoi j'achetais cette noix si chère. Mais tout doute sur l'authenticité de la noix trouvée par le cousin disparut lorsque l'astronome de la cour, en écaillant la dorure, trouva le mot Krakatuk gravé en lettres chinoises sur la coquille de la noix. La joie des voyageurs fut grande et le cousin fut enchanté lorsque Drosselmeier lui assura que sa fortune était faite et que, outre une pension, il recevrait gratuitement tout l'or qu'il lui faudrait pour ses dorures. Le mécanicien et l'astronome avaient déjà mis leur bonnet de nuit pour aller se mettre au lit, lorsque le dernier dit: Mon excellent collègue, un bonheur ne vient jamais seul. Croyez-moi, nous avons non seulement trouvé la noix Krakatuk, mais aussi le jeune homme qui doit briser la noix et présenter à la princesse l'amande de beauté. C'est, d'après mon avis, le fils de notre cousin. Non, ajouta-t-il plein d'enthousiasme, je ne veux pas dormir, mais tirer cette nuit même l'horoscope de ce jeune garçon. En disant cela, il jeta son bonnet de nuit et se mit à observer les planètes. Le fils du cousin, en effet, était un joli jeune homme bien bâti, qui n'avait pas encore été rasé et n'avait jamais porté de bottes. Dans les jours de Noël, il mettait un bel habit rouge avec de l'or, et puis avec l'épée au côté, le chapeau sous le bras et une belle frisure avec une bourse à cheveux. Il se tenait dans cette tenue brillante dans la boutique de son père, et cassait, par l'effet d'une galanterie naturelle en lui, les noix des jeunes filles, qui, à cause de cela, l'appelaient le beau casse-noisette. Le matin suivant, l'astrologue se jeta au cou du mécanicien et lui dit: C'est lui, c'est bien lui, nous l'avons trouvé. Seulement, il faudra bien observer 2 choses. En premier, nous devons arranger à votre excellent neveu une robuste queue de bois, qui se tiendra en liaison avec sa mâchoire inférieure, de manière que celle-ci puisse être fortement tendue pour comprimer davantage. Et puis, il nous faut aussi, en arrivant à la résidence, ne pas dire que nous avons rencontré le jeune homme, qui doit briser la noix. Il doit se trouver longtemps après notre retour. Je lis dans l'horoscope que le roi, après qu'il se sera brisé quelques dents sans résultat, offrira la main de la princesse et la succession au trône à celui qui cassera la noix sous ses dents, et rendra à la princesse sa beauté primitive. Le cousin tourneur de poupées fut au comble du ravissement de savoir que son fils devait épouser la princesse Pirlipat et devenir prince et roi, et il le confia entièrement aux ambassadeurs. La queue de bois que Drosselmeier adapta à la tête du jeune homme réussit si parfaitement qu'il fit les plus brillants essais de morsure sur les plus durs noyaux de pêche. Lorsque Drosselmeier et l'astrologue eurent annoncé à la résidence qu'ils avaient trouvé la noix Krakatuk, on fit proclamer sur le champ les annonces nécessaires.
Les voyageurs arrivèrent avec leurs moyens de rendre la beauté, et il s'y trouva des beaux garçons en assez grand nombre, et même des princes parmi eux, qui, confiants dans la belle et saine disposition de leur atelier, voulurent essayer de détruire l'enchantement de la princesse. Les ambassadeurs furent assez effrayés lorsqu'ils aperçurent celle-ci. Le petit corps, avec ses mains et ses pieds mignons, pouvait à peine supporter sa tête informe, et la laideur de son visage était encore augmentée par une barbe de laine blanche qu'elle portait autour de la bouche et du menton. Il arriva ce que l'astrologue avait lu dans l'horoscope. Les blancs becs en souliers se brisèrent les dents et se démontèrent la mâchoire avec la noix Krakatuk, sans aider en rien la princesse à rompre le charme. Et lorsqu'ils étaient emportés, presque sans connaissance par les dentistes commandés à cet effet, ils soupiraient en disant: C'est une noix bien dure. Mais lorsque le roi, dans l'angoisse de son cœur, eut promis sa fille et le royaume à celui qui détruirait l'enchantement de la princesse, le joli et doux jeune homme Drosselmeier se fit annoncer et demanda à tenter aussi l'épreuve. Aucun des prétendants n'avait plu autant à la princesse Pirlipat que le jeune Drosselmeier. Elle plaça sa petite main sur son cœur et dit en soupirant: Ah, si celui-ci pouvait véritablement briser la noix Krakatuk et devenir mon époux. Après que le jeune Drosselmeier eut salué poliment le roi, la reine et la princesse Pirlipat, il reçut des mains du grand maître des cérémonies la noix Krakatuk, la prit sans plus lent préambule entre ses dents, tira fortement la queue, et crac, crac, la coquille tomba en plusieurs morceaux. Il nettoya adroitement l'amande des filaments qui y adhéraient encore, et la présenta avec un grand salut à la princesse, et en même temps il ferma les yeux et commença à marcher en arrière. La princesse avala aussitôt l'amande, et ô prodige, le monstre avait disparu, et à sa place était là un ange de beauté, avec un teint blanc comme le lys, ayant l'éclat d'un satin rosé, les yeux d'un brillant azur, et les cheveux tombant en boucles pleines comme des tresses d'or. Des éclats de trompettes et de cymbales se mêlèrent aux cris de joie du peuple. Le roi et toute sa cour sautaient sur une jambe comme à la naissance de Pirlipat, et il fallut de l'eau de Cologne pour ranimer la reine, qui s'était évanouie de ravissement et d'extase. Le grand tumulte troubla un peu le jeune Drosselmeier, qui n'avait pas encore terminé ses 7 pas. Cependant, il se remit et posait le pied pour le 7e pas, lorsque tout à coup la dame Mauserink sortit du plancher en sifflant et en criant. Et Drosselmeier, en posant le pied, marcha sur elle et chancela de telle sorte qu'il fut sur le point de tomber. Mais, ô malheur, le jeune homme prit à l'instant le masque de laideur de la princesse Pirlipat. Son corps se racornit et put à peine supporter sa tête d'une grosseur démesurée, avec ses gros yeux et sa bouche horriblement fendue. En place de la queue, un étroit manteau de bois se déroula derrière lui, et il s'en servait pour diriger son menton. L'horloger et l'astronome étaient éperdus d'horreur et d'effroi, mais ils virent sur le plancher la dame Mauserink baignée dans son sang. Sa méchanceté n'était pas restée impunie, car le jeune Drosselmeier l'avait si fort comprimée sous le talon pointu de son soulier, qu'elle était sur le point de mourir. Mais en sentant les angoisses de la mort, elle s'écriait d'une voix lamentable: Ô Krakatuk, noix dure, c'est toi qui causes ma mort. Hé hé, pipi, le petit casse-noisette mourra aussi bientôt. Mon petit-fils aux 7 têtes les récompensera. Il vengera la mort de sa mère sur toi. Casse-noisette jolie, ô vie si fraîche et si rose, il faut te quitter, ô mort terrible, quick! La dame Mauserink expira en jetant ce dernier cri, et fut emportée par l'allumeur des poêles du roi. Personne ne s'inquiétait du jeune Drosselmeier. La princesse rappela au roi sa promesse, et celui-ci ordonna d'amener aussitôt le jeune héros devant lui. Mais lorsque le malheureux apparut sous sa forme épouvantable, la princesse se cacha le visage de ses 2 mains et s'écria: Éloignez cet affreux casse-noisette. Aussitôt le maréchal de la cour le saisit par les 2 épaules et le jeta à la porte. Le roi, furieux qu'on eût pensé à lui imposer un casse-noisette pour gendre, rejeta toute la faute sur l'horloger et l'astronome, et les bannit à jamais l'un et l'autre de sa résidence.
Cela ne se trouvait pas dans l'horoscope que l'astronome avait consulté à Nuremberg. Cependant, il en fit une nouvelle épreuve, et il crut lire dans les étoiles que le jeune Drosselmeier se rendrait si remarquable dans sa nouvelle position qu'il deviendrait prince et roi malgré son horrible figure, mais qu'il ne se débarrasserait de sa laideur que lorsque le fils de la dame Mauserink, qui était né avec 7 têtes après la mort de ses 7 enfants, aurait été tué de sa main, et qu'une dame se serait éprise de lui malgré ses difformités. L'on a vu, en effet, le jeune Drosselmeier dans la boutique de son père, au jour de Noël, sous la forme d'un casse-noisette, mais avec le costume d'un prince. Tel est, mes enfants, le conte de la noix dure. Et maintenant, vous savez pourquoi les casse-noisettes sont si laids. Le conseiller termina ainsi son conte. Marie prétendit que la princesse Pirlipat n'était, après tout, qu'une vilaine ingrate. Fritz assura de son côté que si le casse-noisette voulait ne pas ménager le roi des souris et se montrer un brave garçon, il reprendrait les jolies formes qu'il avait perdues. Fin du chapitre 9. Chapitre 10 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. Oncle et neveu. Si l'un de mes très honorés lecteurs s'est une fois seulement coupé avec du verre, il saura combien cela fait souffrir, et quel temps long exige la guérison complète. La petite Marie avait dû rester au lit plus d'une semaine, parce qu'il lui prenait des faiblesses aussitôt qu'elle voulait se lever. Enfin, elle guérit tout à fait et put, comme par le passé, sauter dans la chambre. L'armoire vitrée avait une charmante apparence, car on y voyait des arbres, des fleurs, des maisons toutes neuves et de belles poupées brillantes. Avant toute chose, Marie retrouva son cher casse-noisette qui, placé au second rayon, lui souriait de toutes ses dents en bon état. En regardant son favori avec un cordial plaisir, elle se sentit le cœur oppressé, en songeant que ce que Drosselmeier lui avait raconté était l'histoire du casse-noisette et l'origine de sa mésintelligence avec la dame Mauserink et son fils. Elle savait maintenant que son casse-noisette n'était autre que le jeune Drosselmeier de Nuremberg, neveu du parrain Drosselmeier, et ensorcelé par la dame Mauserink, car l'habile horloger de la cour du père Pirlipat ne pouvait être que le conseiller de justice Drosselmeier lui-même, et de cela Marie n'en avait pas douté un seul instant tout le temps du conte. Mais pourquoi ton oncle ne t'est-il pas venu en aide? Disait Marie en réfléchissant que dans cette bataille, où ils étaient l'un et l'autre comme spectateurs, il y allait de la couronne et du royaume de Casse-Noisette. Toutes les autres poupées ne lui étaient-elles pas soumises, et n'était-il pas certain que la prophétie de l'astronome de la cour s'était réalisée et que le jeune Drosselmeier était devenu roi du royaume des poupées? Tandis que la petite Marie faisait ses réflexions, elle croyait aussi que Casse-Noisette et ses vassaux allaient s'animer et s'émouvoir, puisqu'elle leur reconnaissait le mouvement et la vie. Mais cela ne fut pas ainsi. Tout, au contraire, restait immobile dans l'armoire. Mais Marie, loin d'abandonner sa conviction intérieure, rejeta cela sur les enchantements de la dame Mauserink et de son fils aux 7 têtes. Pourtant, dit-elle au casse-noisette, cher monsieur Drosselmeier, bien que vous ne puissiez ni vous mouvoir ni parler avec moi, je sais que vous me comprenez et que vous connaissez tout l'intérêt que je vous porte. Comptez sur mon appui quand il vous sera nécessaire. En tout cas, je prierai votre oncle de se rendre auprès de vous quand vous aurez besoin de son habileté. Casse-Noisette resta silencieux et tranquille, mais il sembla à Marie qu'un léger soupir parti de l'armoire vitrée faisait retentir les vitres d'une manière presque insensible, et elle crut entendre une petite voix argentine comme des cloches qui disait: Petite Marie, mon ange gardien, je serai à toi, Marie sera à moi. Marie sentit un frisson glacé parcourir son corps, et cependant elle éprouvait en même temps un certain bien-aise. Le crépuscule était arrivé. Le médecin consultant entra avec le parrain Drosselmeier, et presque aussitôt Louise avait dressé la table de thé,
et la famille était déjà réunie, parlant de toutes sortes de choses joyeuses. Marie avait été chercher tranquillement son petit fauteuil, et elle s'était assise au pied du parrain Drosselmeier. Dans un moment de silence, Marie regarda bien en face, de ses grands yeux bleus, le conseiller de justice et dit: je sais maintenant, mon bon parrain Drosselmeier, que Casse-Noisette est ton neveu, le jeune Drosselmeier de Nuremberg. Il est devenu prince ou même roi, comme l'avait prédit ton ami l'astrologue. Mais tu sais qu'il est en guerre ouverte avec le fils de dame Mosrink, l'affreux roi des souris. Pourquoi ne lui viens-tu pas en aide? Marie raconta encore une fois la bataille qu'elle avait vue, et fut souvent interrompue par les éclats de rire de sa mère et de Louise. Fritz et Drosselmeier conservèrent l'un et l'autre leur sérieux. Mais où cette petite fille va-t-elle chercher toutes ces folies? Dit le médecin consultant. Et répondit la mère, elle a une imagination très active, et ce sont des rêves que la fièvre de sa blessure a causés. Tout n'est pas vrai, dit Fritz. Mes hussards rouges sont plus braves que cela. Le parrain Drosselmeier prit la petite Marie sur ses genoux avec un sourire étrange. Il lui dit d'une voix plus douce que jamais: eh, ma chère Marie, tu es mieux douée que moi et que nous tous ensemble. Comme Pirlipat, tu es née princesse, et ton empire est bien beau. Mais tu auras beaucoup à souffrir si tu veux prendre la défense du pauvre et difforme Casse-Noisette, car le roi des souris le poursuivra par Mont et par vous. Mais je ne puis rien pour lui. Sois fidèle et constante. Toi seule peux le sauver. Marie, ni personne des assistants ne comprit ce que Drosselmeier voulait dire par ces paroles. Bien plus, elles parurent si étranges au médecin consultant qu'il tâta le pouls du conseiller de justice et lui dit: vous avez, mon cher ami, de fortes congestions sanguines qui se portent à la tête. Je vous ferai une ordonnance. Seule la mère secoua la tête d'un air pensif et dit: je pressens ce que veut dire le conseiller, mais je ne peux pas l'expliquer clairement. Fin du chapitre 10. Chapitre 11 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. La victoire. Peu de temps après, Marie fut éveillée par une belle nuit de lune par un bruit étrange qui semblait partir d'un des coins de la chambre. On aurait dit qu'on jetait et que l'on roulait çà et là de petites pierres, et l'on entendait en outre des cris et des sifflements horribles. Ah, voici les souris s'écria Marie effrayée, et elle voulut éveiller sa mère, mais la voix lui manqua tout à fait, et il lui fut impossible de faire un seul mouvement lorsqu'elle vit le roi des souris se faire jour par un trou du mur, et après avoir parcouru la chambre, les yeux flamboyants et la couronne en tête, sauter sur une petite table placée près du lit de Marie. Hi hi hi! Donne-moi tes dragées, donne-moi ta frangipane, ou je te brise ton casse-noisette, disait-il en sifflant et tout en faisant claquer affreusement ses dents ensemble, et il disparut dans un trou du mur. Marie fut si tourmentée de cette horrible apparition qu'elle en fut toute pâlie le matin suivant, et si impressionnée qu'elle pouvait à peine dire un mot. 100 fois elle fut sur le point de raconter à sa mère, à Louise, ou tout au moins à Fritz, ce qu'elle avait vu. Mais personne ne me croira, pensait-elle, et on se moquera de moi par-dessus le marché. Ce qui ne lui paraissait pas douteux, c'était qu'elle devait céder pour sauver Casse-Noisette, ses dragées et sa frangipane, et elle plaça tout ce qu'elle en avait le soir suivant sur le bord de l'armoire. Le lendemain, sa mère lui dit: je ne sais pas d'où viennent toutes les souris de votre chambre, mais vois, ma pauvre Marie, elles ont mangé toutes les sucreries. C'était la vérité. Le gourmand roi des souris n'avait pas trouvé la frangipane à son goût, mais il y avait imprimé ses dents aiguës, de manière qu'il fallut la jeter. Marie regrettait peu ces sucreries, mais elle se réjouissait dans son cœur en croyant avoir sauvé Casse-Noisette.
Que n'éprouva-t-elle donc pas lorsque la nuit suivante, elle entendit crier et siffler derrière le poêle? Le roi des souris était encore là, plus affreux que la nuit précédente, et il dit en sifflant plus effroyablement encore entre les dents: il faut que tu me donnes tes bonshommes de sucre et de sucre d'orge, ou sinon je te dévorerai, casse-noisette. Et il disparut de nouveau. Marie fut très consternée. Elle alla le matin suivant à l'armoire et elle jeta un regard de regret sur ses bonshommes de sucre et de sucre d'orge, et son chagrin était motivé, car ces bonshommes de sucre étaient en foule. Il s'y trouvait un berger avec sa bergère et son petit troupeau blanc, et son petit chien, et il y avait aussi 2 facteurs tenant des lettres à la main, et 4 jeunes garçons bien vêtus avec des jeunes filles bien mises, dans une balançoire. Derrière quelques danseurs se tenait un fermier avec la pucelle d'Orléans, et dans un coin était un petit enfant aux joues roses que Marie aimait beaucoup. Elle avait les larmes aux yeux. Ah, dit-elle en pleurant à demi et en se tournant vers Casse-Noisette, je ferai tout pour vous sauver, mais c'est bien dur. Casse-Noisette avait une figure si attristée que Marie, croyant voir déjà les 7 bouches du roi des souris ouvertes pour dévorer le malheureux jeune homme, n'hésita pas à tout sacrifier, et le soir elle mit, comme avant, toutes ses figures de sucre sur le bord de l'armoire. Elle embrassa le berger, la bergère, le petit mouton, et elle alla chercher en dernier son favori, le petit enfant aux joues roses, qu'elle mit toutefois derrière tout le reste. Le fermier et la pucelle d'Orléans furent mis au premier rang. Non, c'est trop fort, dit le lendemain la mère. Il faut qu'il y ait une grosse souris cachée dans l'armoire, car toutes les jolies figures de sucre de Marie sont rangées. Marie ne put retenir ses larmes, mais elle se mit bientôt à sourire de nouveau en pensant: qu'importe, Casse-Noisette est sauvé. Le médecin consultant dit le soir, lorsque sa femme lui raconta tout le dégât fait dans l'armoire par une souris: c'est terrible de ne pouvoir détruire la souris qui range dans l'armoire toutes les sucreries de Marie. Eh, dit Fritz tout joyeux, le boulanger en bas a un excellent conseiller de légation. Je vais l'aller chercher, il terminera tout cela et mangera la souris. Quand ce serait dame Mauserink elle-même ou son fils le roi des rats? Oui, dit la mère, et en même temps il sautera sur les tables et sur les chaises et brisera des verres, des tasses et 1000 autres objets. Ah non, dit Fritz, le conseiller de légation du boulanger est un être habile. Je voudrais pouvoir me promener aussi légèrement que lui sur les toits les plus pointus. Non, non, pas de chat ici la nuit, dit Louise, qui ne pouvait pas les souffrir. Dans le fond, dit la mère, Fritz a raison. En tout cas, nous pouvons tendre une souricière. N'y en a-t-il pas ici? Le parrain Drosselmeier peut nous en faire une, puisqu'il les a inventées, dit Fritz. Tous se mirent à rire, et comme la mère prétendit qu'il n'y avait pas de souricière à la maison, le conseiller de justice dit qu'il y en avait plusieurs chez lui, et on envoya chercher une sur l'heure. Le conte du parrain se retraça vivement à la mémoire de Fritz et de Marie. Lorsque la cuisinière fit rôtir le lard, Marie trembla et dit, toute remplie des merveilles du conte, ces paroles qui s'y trouvaient: ah, reine, gardez-vous de la dame Mauserink et de sa famille. Fritz tira son sabre et s'écria: qu'elle vienne seulement. Mais tout demeura immobile dessus et dessous le foyer. Mais lorsque le conseiller lia le lard à un fil délié et posa doucement, tout doucement, le piège dans l'armoire, Fritz s'écria: prends garde, parrain horloger, que les souris ne te jouent quelque tour. Ah, combien la pauvre Marie fut tourmentée la nuit suivante. Elle sentait sur ses bras quelque chose de froid comme la glace, et puis cet objet dégoûtant venait toucher sa joue. L'affreux roi des souris se plaçait sur son épaule, et il bavait de ses 7 bouches d'un rouge de sang, et grinçant des dents et les serrant avec bruit, il sifflait dans l'oreille de Marie, immobile de peur: siffle, siffle, ne va pas dans la maison, ne va pas manger, ne sois pas prise. Siffle, siffle, donne-moi tous tes livres d'images, ta petite robe aussi, sinon pas de repos. Ton casse-noisette périra, il sera rongé. Hi, hi, pi, pi, quick, quick. Marie était pleine de chagrin, elle paraissait au matin toute pâle, lorsque sa mère lui dit: la vilaine souris n'a pas été prise.
Et la voyant ainsi défaite, sa mère ajouta, croyant qu'elle regrettait ses sucreries et qu'elle craignait les souris. Sois tranquille, mon enfant, nous l'attraperons. Si les souricières sont insuffisantes, Fritz ira chercher le conseiller de légation. À peine Marie se trouva-t-elle seule dans la chambre qu'elle dit au casse-noisette en ouvrant l'armoire d'une voix entrecoupée par les sanglots. Ah, mon cher monsieur Drosselmeier, que puis-je faire pour vous? Moi, pauvre fille, quand j'aurai livré tous mes livres d'images et aussi même ma belle robe neuve que le Christ saint m'a donnée, arrangée à l'affreux roi des souris, ne me demandera-t-il pas toujours davantage, de sorte qu'à la fin il ne me restera plus rien et qu'il voudra me manger moi-même à votre place? Ô pauvre enfant que je suis, que faut-il que je fasse? Tout en gémissant ainsi, la petite Marie remarqua que depuis la nuit dernière, une grosse tache de sang était restée au cou de Casse-Noisette. Depuis que Marie savait que son Casse-Noisette était le neveu du conseiller de justice, elle ne le prenait plus dans ses bras, elle ne le berçait plus et ne l'embrassait plus, elle n'osait plus même presque le toucher, par une espèce de sentiment de crainte, mais alors elle le prit de son rayon avec une précaution très grande et se mit à essuyer avec son mouchoir la tache de sang qui se voyait à son cou. Mais il lui sembla que Casse-Noisette s'échauffait dans ses mains et qu'il commençait à se mouvoir. Elle le remit aussitôt sur son rayon, et alors sa bouche tremblota, et il murmura péniblement ces paroles. Ah, très estimable demoiselle Talbom, excellente amie, ne sacrifiez pour moi ni livres d'images ni robe de Noël. Donnez-moi une épée, le reste me regarde quand il faudrait. Ici la voix manqua au casse-noisette, et ses yeux, tout à l'heure animés de l'expression de la plus profonde mélancolie, redevinrent fixes et sans vie. Marie n'éprouva aucune crainte, bien au contraire, car elle sauta de joie de connaître un moyen de sauver Casse-Noisette sans faire de si douloureux sacrifices. Mais où prendre une épée pour le petit homme? Marie résolut de consulter Fritz à cet égard, et le soir, comme leurs parents étaient sortis et qu'ils étaient assis tout seuls dans la chambre, auprès de l'armoire vitrée, elle lui raconta tout ce qui s'était passé entre Casse-Noisette et le roi des souris, et elle lui demanda ce qu'il fallait faire pour sauver son protégé. Rien n'impressionna plus Fritz que la nouvelle que lui donnait Marie que ses hussards s'étaient mal comportés dans la bataille. Il lui demanda de nouveau très sérieusement si c'était là l'exacte vérité, et lorsque Marie lui en eut donné sa parole, il alla rapidement à l'armoire vitrée, fit à ses hussards un discours pathétique, et en punition de leur lâche égoïsme, il leur abattit à tous leurs plumets de bataille du shako, et défendit à leur musique de jouer pendant un an la marche des hussards de la garde. Lorsqu'il eut terminé ses punitions exemplaires, il se retourna vers Marie et lui dit: pour ce qui est du sabre, je peux venir en aide à Casse-Noisette. J'ai mis hier à la retraite un vieux colonel de cuirassiers, et son sabre bien affilé lui devient par conséquent inutile. L'officier susnommé mangeait tranquillement la pension accordée par Fritz dans le coin le plus sombre du troisième rayon. On alla le chercher là, on lui prit son beau sabre d'argent et on le suspendit à la ceinture de Casse-Noisette. La nuit suivante, Marie, pleine de terribles angoisses, ne pouvait fermer l'œil. Alors elle entendit dans la chambre d'habitation un étrange cliquetis, et tout d'un coup retentit ce cri. Quick! Le roi des rats, le roi des rats! S'écria Marie, et elle s'élança hors du lit tout effrayée. Tout était tranquille, mais bientôt elle entendit frapper doucement, tout doucement à la porte, et une petite voix fit entendre ces mots. Bonne demoiselle Stahlbaum, levez-vous sans hésiter. Une bonne nouvelle. Marie reconnut la voix du jeune Casse-Noisette, passa rapidement sa robe et ouvrit vite la porte. Casse-Noisette était au dehors, son sabre sanglant dans la main droite, une bougie dans l'autre. Aussitôt qu'il aperçut Marie, il fléchit le genou et dit: ô dame, c'est vous seule qui m'avez enflammé d'un courage chevaleresque et avez donné de la force à mon bras pour combattre le superbe qui voulait vous braver. Le roi des souris vaincu et baigné dans son sang. Ne refusez pas, ô dame, le gage de la victoire offert par votre chevalier dévoué jusqu'à la mort. Alors Casse-Noisette sortit très adroitement de son bras gauche, où elles étaient passées comme des anneaux, les 7 couronnes du roi des souris, et les présenta à Marie, qui les reçut avec joie. Casse-Noisette se releva et continua de la sorte.
Ah, chère demoiselle Stahlbaum, je pourrais vous montrer maintenant que mon ennemi est vaincu, des choses bien merveilleuses si vous m'accordiez la faveur de me suivre quelques pas seulement. Oh, faites-le, bonne demoiselle. Fin du chapitre 11. Chapitre 12 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. L'Empire des poupées. Je crois, chers enfants, qui lisez ce conte, qu'aucun de vous ne hésitait un seul instant à suivre le bon et honnête Casse-Noisette, qui ne pouvait avoir que d'excellentes intentions. Marie le fit d'autant plus volontiers qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur la reconnaissance de son protégé, et qu'elle était persuadée qu'il lui tiendrait parole et lui montrerait des choses magnifiques. Elle lui dit: je viens avec vous, monsieur Drosselmeier, mais j'espère qu'il ne faudra pas aller bien loin et que cela ne durera pas longtemps, car j'ai encore besoin de sommeil. C'est pour cela même, répondit Casse-Noisette, que j'ai choisi le chemin le plus court, bien qu'un peu difficile. Il la précéda, et Marie le suivit jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés devant l'armoire aux habits de la chambre du rez-de-chaussée. Là, ils s'arrêtèrent. Marie fut étonnée de voir ouverts les battants de cette armoire, ordinairement toujours fermée. Elle aperçut en premier la pelisse de voyage de son père, faite en peau de renard, et qui était accrochée sur le devant. Casse-Noisette se servit du bord de l'armoire et des ornements comme d'escalier pour atteindre un gros gland qui, fixé à une forte ganse, tombait le long du dos de cette pelisse. Aussitôt qu'il eut fortement tiré cette ganse, un charmant escalier de bois de cèdre descendit d'une des manches de la pelisse. Montez, s'il vous plaît, belle demoiselle, s'écrie Casse-Noisette. Marie monta, mais à peine avait-elle atteint le haut de la manche et avait-elle dépassé le collet, qu'une lumière éclatante vint éblouir ses yeux et qu'elle se trouva tout d'un coup dans des prairies embaumées de 1000 délicieux parfums, d'où s'élançaient en gerbes de lumière des millions d'étincelles avec l'éclat des diamants. Nous sommes sur la prairie de Candy, dit Casse-Noisette, mais nous allons bientôt passer cette porte. Et alors Marie, en levant la tête, aperçut la belle porte qui s'élevait sur la prairie, à quelques pas devant elle. Elle semblait faite de marbre nuancé de blanc, de brun et de rose, mais Marie vit, en s'approchant, que tout cet édifice était composé de dragées et de raisins de Corinthe cuits ensemble, et Casse-Noisette lui apprit que, par cela même, cette porte qu'il passait alors était appelée porte de dragées raisins secs. Les gens du peuple l'appellent fort mal à propos porte de la nourriture des étudiants. Sur une galerie ensaillie sur cette porte, et qui paraissait faite de sucre d'orge, 6 petits singes couverts de pourpoints rouges exécutaient la plus belle musique de janissaire que l'on put entendre, de sorte que Marie s'aperçut à peine qu'elle s'avançait toujours plus loin sur des dalles de marbre de toutes couleurs, qui n'étaient autre chose que des tablettes de chocolat bien travaillées. Bientôt elle fut enveloppée des plus douces odeurs qui se répandaient d'un arbre étrange, qui s'élançait de 2 côtés différents. Dans son feuillage sombre envoyé étincelait avec tant d'éclat que l'on pouvait tout d'abord les apercevoir comme des fruits d'or et d'argent suspendus aux branches de 1000 couleurs. Et le tronc et les rameaux étaient ornés de tresses et de bouquets de fleurs, comme le seraient de nouveaux mariés et leurs joyeux convives un jour de noces. Et quand les parfums des oranges couraient comme des zéphyrs qui volent, alors on entendait bruire les rameaux et les feuilles, et le grincement du clinquant qui s'agitait résonnait comme une musique joyeuse aux accords de laquelle dansaient les petites lumières brillantes. Ah, comme tout est beau ici! S'écria Marie, heureuse et enchantée. Nous sommes dans la forêt de Noël, bonne demoiselle, dit Casse-Noisette. Ah, continua Marie, si je pouvais rester un peu ici, tout est si beau. Casse-Noisette frappa des mains, et aussitôt accoururent de petits bergers et de petites bergères, des chasseurs et des chasseresses, si blancs et si tendres qu'ils paraissaient être de sucre, et que Marie ne les avait pas encore remarqués. Bien qu'ils se promenassent dans la forêt, ils apportèrent un charmant fauteuil d'or, posèrent dessus un moelleux coussin de réglisse et invitèrent très poliment Marie à s'y asseoir.
Et à peine eut-elle pris place que les bergers et les bergères commencèrent à danser un charmant ballet accompagné du corps des chasseurs, et puis tous disparurent dans l'épaisseur du bois. Pardonnez, estimable demoiselle Stahlbaum, si la danse se termine d'une manière si peu brillante. Mais ces gens appartiennent à notre ballet de marionnettes et ne peuvent que répéter toujours la même chose. Mais il n'y a pas de raison qui excuse les chasseurs de s'être montrés si paresseux. Mais ne voulez-vous pas poursuivre votre promenade? Ah, tout était bien beau et m'a bien plu, répliqua Marie, en se levant et en suivant Casse-Noisette qui lui montrait le chemin. Ils suivirent les bords d'un ruisseau qui murmurait doucement et d'où semblaient partir les senteurs délicieuses qui parfumaient toute la forêt. C'est le ruisseau des oranges, dit Casse-Noisette sur la demande de Marie, mais, à part son doux parfum, il ne peut être comparé, pour la beauté et l'étendue, au tort des limonades, qui se jettent comme lui dans la mer du lait d'amande. Et dans le fait, Marie entendit bientôt un murmure et un clapotement de vagues, et elle aperçut le large fleuve des limonades, qui roulait ses fières ondes de couleur Isabelle sous des buissons tout flamboyants d'un vert émeraude. Une fraîcheur fortifiante pour la poitrine et le cœur s'élançait de ces admirables eaux. Non loin de là se traînait lourdement une eau d'un jaune sombre qui répandait de charmantes odeurs, et sur les rives de laquelle étaient assis de beaux petits enfants qui pêchaient à l'hameçon de petits poissons qu'ils mangeaient aussitôt, et que Marie, en approchant, reconnut pour être des sucreries. À une petite distance était situé un joli village, au bord de ce torrent. Les maisons, les églises, le presbytère, les granges, tout était d'une couleur brun sombre, et les toits étaient dorés, et plusieurs murailles étaient peintes de telle sorte qu'on eût dit qu'il s'y trouvait collés des morceaux de citron et d'amande. C'est Pain d'Épices, ville qui se trouve située sur le fleuve de Miel. Il y a là une fort jolie population, mais elle est généralement assez maussade à cause des maux de dents qu'elle éprouve, et nous pouvons nous dispenser d'y entrer. Au même instant, Marie remarqua une ville dont toutes les maisons étaient transparentes et qui avait un charmant aspect. Casse-Noisette se dirigea de ce côté, et alors Marie entendit un bruit très gai et vit des milliers de petits bonhommes occupés à déballer et à visiter des voitures chargées de bagages, arrêtés sur le marché. Mais ce qu'ils en tiraient ressemblait à du papier peint de toutes couleurs et à des tablettes de chocolat. Nous sommes à Bonbon Village, dit Casse-Noisette, et il est arrivé un convoi du pays du papier et du royaume du chocolat. Les pauvres habitants de Bonbon Village ont été dernièrement sérieusement menacés par l'armée de l'amiral des moustiques, et c'est pourquoi ils couvrent leurs maisons avec les envois du pays du papier, et élèvent des fortifications avec les puissantes pierres de taille que le roi des chocolats leur a envoyées. Mais, chère demoiselle, ne visitons pas seulement les villes et les villages de ce pays, allons à la capitale. Et Casse-Noisette doubla le pas, et Marie le suivit toute curieuse. Peu de temps après, il s'éleva un doux parfum de rose, et tout paraissait entouré d'une lueur rosée qui montait doucement, comme portée par les zéphyrs. Marie vit que cela était causé par le reflet d'une brillante eau rose qui bruissait et babillait en petites vagues d'une couleur rose argentée, dans les plus charmantes mélodies. Et cette eau gracieuse s'étendait de plus en plus et prenait la forme d'un lac où nageaient de magnifiques cygnes au plumage argenté et portant des rubans d'or. Et ces cygnes chantaient à l'envi les plus belles chansons, tandis que des petits poissons de diamants tantôt plongeaient dans cette eau et tantôt s'en élançaient comme dans une danse joyeuse. Ah, s'écria Marie, c'est un lac comme le parrain Drosselmeier voulait m'en faire un, et je suis la jeune fille qui doit être caressée par les petits cygnes. Casse-Noisette sourit avec un air de raillerie que Marie n'avait jamais remarqué en lui jusqu'alors, et il dit: l'oncle n'est pas capable de faire jamais quelque chose qui ressemble à tout ceci, et vous-même encore moins, chère demoiselle Stahlbaum. Mais ne nous étendons pas là-dessus. Embarquons-nous plutôt sur le lac Rose pour la capitale qui nous fait face. Fin du chapitre 12. Chapitre 13 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public.
Enregistré par Aïda. La capitale. Casse-Noisette frappa encore ses petites mains l'une contre l'autre. Le lac rose se mit à faire un plus fort mugissement, et ses vagues bruyantes s'élevèrent plus haut. Marie aperçut, qu'en venant des lointains, une coquille en forme de char faite de pierres précieuses de toutes sortes, brillant au soleil, et traînée par des dauphins aux écailles d'or. 12 charmants petits morts, avec des toques et des tuniques tressées avec des plumes de colibri, sautèrent tout d'abord sur la rive, et portèrent Marie en premier et ensuite Casse-Noisette dans le char, qui aussitôt s'avança sur le lac. Ah, comme c'était beau lorsque Marie, dans cette conque marine entourée d'une vapeur de rose et portée sur les vagues roses, quitta la rive. Les 2 dauphins aux écailles d'or jetaient en l'air de leurs naseaux des gerbes de cristal qui retombaient en flamboyants et brillants arc-en-ciel, et on croyait entendre comme 2 voix douces et charmantes qui chantaient. Qui nage sur le lac rose? La fée, Muclin, Bim, bim, petit poisson, Sim, sim, cygne, Choix, choix, oiseau d'or, trarara, vague, agitez-vous, sonnez, chantez, soufflez, guettez, petite fée, venez, vague rose, ondoyez, respirez, rafraîchissez l'air, en avant, en avant. Mais les 12 petits morts qui avaient sauté derrière la conque paraissaient prendre en très mauvaise part ces champs de gerbes d'eau, car ils secouèrent si fort leurs éventails que les feuilles de dattier dont ils étaient formés se fendirent, et en même temps ils frappaient du pied dans une mesure étrange, et ils chantaient. Clap et clip et clap, en haut, en bas. Les morts sont des êtres très gais, dit Casse-Noisette un peu contrarié, mais ils vont me rendre les eaux rebelles. Et en effet, on entendit bientôt un bruit assourdissant de voix confuses qui paraissaient nager dans les airs et dans les eaux. Mais Marie n'y fit pas attention, car elle regardait les vagues roses embaumées, et chacune de ces vagues lui montrait une figure gracieuse de jeune fille qui lui souriait. Ah! S'écria-t-elle joyeuse en frappant ensemble ses petites mains. Regardez donc, mon cher monsieur Drosselmeier. Voici la princesse Pirlipat qui me sourit, merveilleusement belle. Ah! Regardez, regardez, mon cher monsieur Drosselmeier. Casse-Noisette soupira d'une façon presque plaintive et dit: Oh, chère demoiselle Stahlbaum, ce n'est pas la princesse Pirlipat, c'est vous, c'est votre gracieuse image qui vous sourit charmante, reflétée par chaque vague rose. Alors Marie rejeta sa tête en arrière, ferma les yeux et fut toute honteuse. Au même instant, les 12 morts la prirent dans leurs bras et la descendirent de la conque marine sur la rive. Elle se trouva dans un petit bois qui était peut-être encore plus charmant que le bosquet de Noël. Là, tout brillait, tout étincelait à l'envi. Ce qu'il y avait surtout d'admirable, c'étaient les fruits étranges qui pendaient aux arbres et qui non seulement avaient une couleur singulière, mais aussi un parfum merveilleux. Nous sommes dans le bois des confitures, dit Casse-Noisette, mais voici la capitale. Comment raconter les beautés de la ville qui s'offrait tout d'un coup aux yeux de Marie au-dessus d'un champ de fleurs? Non seulement les murs et les tours brillaient dans les couleurs les plus charmantes, mais l'on ne pourrait, quant à leur forme, trouver sur terre rien qui pût leur être comparé. Les maisons, au lieu de toits, étaient couronnées de tresses de fleurs, et les tours étaient ornées du feuillage le plus admirable et le plus varié que l'on pût voir. Lorsqu'ils passèrent sous la porte, qui paraissait être de macarons et de fruits confits, des soldats d'argent présentèrent les armes, et un petit homme enveloppé dans une robe de brocart se jeta au cou de Casse-Noisette en disant: Cher prince, soyez bienvenu dans la ville des pâtes confites. L'étonnement de Marie fut grand lorsqu'elle vit un personnage de distinction reconnaître et appeler roi le jeune Drosselmeier. Elle entendit tant de petites voix retentir et un tel bruit de jeux, de chants, de cris de joie et d'éclats de rire qu'elle demanda à Casse-Noisette ce qu'elle devait en penser. Oh, chère demoiselle Stahlbaum, répondit Casse-Noisette, c'est une chose toute naturelle. La ville des pâtes confites est un lieu de plaisir, et la population y est grande. C'est ainsi tous les jours, mais donnez-vous la peine d'y entrer. Au bout de quelques pas, ils se trouvèrent sur la grande place qui offrait le plus admirable spectacle. Toutes les maisons qui l'entouraient étaient de sucre travaillé à jour. Des galeries s'élevaient sur des galeries. Au milieu se dressait un grand arbre, gâteau praliné ayant la forme d'un obélisque, et autour de lui 4 fontaines d'un grand art lançaient en l'air des jets de limonade, d'orgeat et d'autres boissons agréables.
et dans leur bassin s'amoncelait de la pure crème que l'on pouvait manger à la cuillère. Mais ce qui était plus charmant que tout cela, c'étaient les charmantes petites gens qui se pressaient par milliers tête contre tête, et riaient, plaisantaient, chantaient, enfin faisaient tout le bruit joyeux que Marie avait déjà entendu de loin. Il y avait là des messieurs et des dames en belle toilette, des Arméniens, des Grecs, des Juifs et des Tyroliens, des officiers et des soldats, des prédicateurs, des bergers, des pierrots, enfin tout le monde que l'on peut rencontrer sur la surface du globe. Dans un coin il s'élevait un grand tumulte, et le peuple s'y précipitait en foule, car le grand Mogol se faisait porter là en palanquin. Accompagné de 80 grands du royaume et de 700 esclaves, dans un autre coin arrivait aussi la corporation des pêcheurs, composée de 500 personnes, et pendant qu'ils s'avançaient en cortège, le grand turc aussi à cheval, suivi de 3000 janissaires, traversait le marché où se rendait aussi le chœur de l'opéra de la fête interrompue, qui chantait avec accompagnement d'orchestre. Levez-vous et remerciez le soleil puissant. Et il se dirigeait vers l'arbre gâteau. Alors ce fut une foule, un tohubohu, des gens qui se poussaient, bientôt des cris retentirent, car un pêcheur avait dans la foule abattu la tête d'un brame, et le grand Mogol avait été jeté à terre par un pierrot. Le bruit devenait de plus en plus fort, et l'on commençait à se bousculer et à se battre, lorsque l'homme en robe de brocart, qui à la porte avait salué Casse-Noisette du nom de prince, monta sur l'arbre gâteau, et après avoir tiré par 3 fois la corde d'une cloche très sonore, s'écria 3 fois: Confiseur, confiseur, confiseur. Aussitôt le tumulte s'apaisa, chacun chercha à se débarrasser de son mieux, et après que tous ces cortèges mêlés ensemble se furent débrouillés, on brossa le costume sali du grand Mogol, et l'on remit la tête du brame. Alors le joyeux bruit recommença de plus belle. Que signifie cette invocation au confiseur, mon bon monsieur Drosselmeier demanda Marie. Ah, ma chère demoiselle Stahlbaum, répondit Casse-Noisette, le confiseur est un être inconnu ici, mais il est regardé comme exerçant une puissance effroyable, car l'on est persuadé qu'il peut faire des hommes ce que bon lui semble. C'est le destin. Il gouverne ainsi ce peuple, et il en est tellement redouté que son nom suffit pour apaiser le plus grand tumulte, comme le bourgmestre vient de vous en donner ici la preuve. Personne ne pense plus aux affaires terrestres, à ses côtés foulés ou à ses bosses à la tête, mais on se recueille en disant: quel est cet homme et que peut-il faire? Marie ne put retenir un cri d'étonnement lorsqu'elle se trouva tout à coup devant un château tout resplendissant d'un reflet rose, flanqué de 100 hautes tours, partout de riches bosquets de violettes, de narcisses, de tulipes, de giroflées étaient répandus sur les murailles, dont la couleur chaude et sombre rehaussait l'éclat du terrain d'un ton blanc rosé. La grande coupole qui s'élevait au milieu de l'édifice, comme aussi les toits des tours, d'une forme pyramidale, était semée de 1000 petites étoiles brillantes d'or et d'argent. Voici le palais Frangipane, dit Casse-Noisette. Marie était toute concentrée dans la contemplation de ce palais merveilleux. Cependant, elle remarqua que le toit d'une grande tour manquait tout à fait, et que des petits bonshommes placés sur un échafaudage de zinc semblaient vouloir le rétablir. Avant qu'elle eût le temps d'interroger Casse-Noisette à ce sujet, celui-ci continua ainsi. Il y a peu de temps, ce beau château fut menacé d'une affreuse dévastation, sinon d'une destruction complète. Le géant Gourmet passa par ici, mangea d'un seul coup le toit de cette tour, et rongea un peu de la grosse coupole. Les bourgeois lui abandonnèrent un quartier de la ville et une partie assez considérable du bois confiture en tribut, et son appétit étant apaisé, il s'en alla. Au même moment, on entendit une douce musique, les portes du château s'ouvrirent, et 12 pages en sortirent tenant en main des tiges d'œillets aromatisées, allumées, qu'ils portaient en guise de torches. Leurs têtes étaient formées d'une perle, leurs corps étaient des rubis et des émeraudes, et leurs pieds étaient d'or admirablement travaillé. Derrière eux marchaient 4 dames, presque aussi grandes que la Claire de Marie, mais couvertes de costumes d'une telle magnificence que Marie reconnut aussitôt en elles les princesses du sang. Elles embrassèrent Casse-Noisette de la manière la plus tendre, et elles criaient en même temps d'une voix attendrie: Oh mon prince, mon cher prince, oh mon frère!
Casse-Noisette paraissait très ému et il s'essuyait souvent les yeux. Puis il prit la main de Marie et dit d'un ton pathétique: Voici mademoiselle Stahlbaum, fille d'un estimable médecin consultant. Elle m'a sauvé la vie. Si elle n'avait pas jeté sa pantoufle en temps opportun, si elle ne m'avait pas procuré le sabre du colonel en retraite, je serais descendue dans la tombe, mise à mort par les dents maudites du roi des souris. Oh Pirlipat, bien qu'elle soit née princesse, égale-t-elle en beauté, en bonté et en vertu mademoiselle Marie? Non, dis-je non. Toutes les dames répétèrent à la fois non. Elles tombèrent en sanglotant aux pieds de Marie et s'écrièrent: Ô noble protectrice de notre frère bien-aimé, excellente demoiselle Stahlbaum! Et les demoiselles conduisirent Marie et Casse-Noisette dans l'intérieur du château, et dans une salle dont les murs étaient de cristal étincelant, coloré de toutes nuances, mais ce qui plut là surtout à Marie, ce furent les charmantes petites chaises, les commodes, les secrétaires, etc., placés tout autour et qui étaient de bois de cèdre ou du Brésil incrustés de fleurs d'or. Les princesses forcèrent Casse-Noisette et Marie à s'asseoir et leur dirent qu'elles voulaient leur préparer un festin à l'instant même. Elles allèrent chercher une multitude de petits plats et de petites assiettes de la plus fine porcelaine du Japon, et des couteaux, des fourchettes, des râpes, des casseroles et une foule d'ustensiles de cuisine d'or et d'argent. Puis elles apportèrent les plus beaux fruits et les sucreries les plus délicates, comme Marie n'en avait jamais vu, et commencèrent aussitôt avec leurs mains délicates et blanches comme la neige à presser les fruits, à écraser les épices, à râper les dragées et enfin à s'occuper des soins du ménage. Marie vit comment les princesses s'entendaient à la cuisine. Elle devinait qu'elle allait faire un charmant repas, et elle désirait secrètement prendre aussi part aux occupations des princesses. La plus belle des sœurs de Casse-Noisette, comme si elle avait lu dans l'esprit de Marie et deviné son intention secrète, lui dit en lui présentant un mortier d'or: Oh, douce amie, vous qui avez conservé notre frère, soyez assez aimable pour piler ce sucre candi. Lorsque Marie se mit à l'œuvre pleine de joie, le mortier résonnait sous ses coups comme une agréable chanson. Alors Casse-Noisette commença à raconter en détail ce qui s'était passé dans l'effroyable bataille entre son armée et celle du roi des rats, comment il avait été à moitié battu par la lâcheté de ses troupes, et comment enfin, lorsque l'affreux roi des souris voulait le mettre à mort, Marie avait pour le sauver sacrifié plusieurs de ses sujets qui étaient passés à son service. Il raconta bien d'autres choses encore. Il semblait pendant ce temps à Marie que les paroles de Casse-Noisette se perdaient pour ainsi dire dans les lointains, comme aussi ses coups dans le mortier. Et bientôt, elle vit des gazes d'argent s'élever comme de légers nuages dans lesquels les princesses, les pages, Casse-Noisette et elle-même planaient dans les airs. Un étrange murmure de chants et de bruits confus se fit entendre, qui résonnait dans l'espace. Et Marie, sur les nuages qui s'envolaient, montait haut, toujours plus haut encore. Fin du chapitre 13. Chapitre 14 de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Aïda. Dénouement. Prr, paf, Marie tomba d'une hauteur immense. Ce fut une secousse. Mais aussitôt elle ouvrit les yeux, elle était couchée dans son lit. Il était grand jour, sa mère était devant elle et elle disait: Mais comment peut-on dormir ainsi? Le déjeuner est là depuis longtemps. Le lecteur honorable devinera sans doute que Marie, fatiguée de tant de merveilles, s'était endormie dans la salle des frangipanes, et que les morts, les pages ou peut-être bien les princesses elles-mêmes l'avaient emportée chez elles et placée dans son lit. Ô mère, dit Marie, chère mère, que de belles choses j'ai vues là, où le jeune Drosselmayer m'a menée cette nuit. Alors elle lui raconta tout exactement comme je vous l'ai raconté moi-même, et la mère la regarda tout étonnée et lui dit lorsqu'elle eut fini de parler: Tu as fait un beau et long rêve, chère Marie, mais chasse toutes ces choses de ta tête. Marie soutint opiniâtrement qu'elle n'avait pas rêvé et qu'elle avait tout vu en réalité. Alors sa mère la conduisit devant l'armoire vitrée. En sortit Casse-Noisette de son rayon, qui était ordinairement le troisième, et dit:
Comment peux-tu croire, petite niaise, que cette poupée de bois faite à Nuremberg peut vivre et se mouvoir? Mes chères mères, dit Marie, je suis bien certaine que le petit Casse-Noisette, le jeune Drosselmeier de Nuremberg, est le neveu du parrain Drosselmeier. Alors le médecin consultant et sa femme se mirent à rire bruyamment tous les deux à la fois. Ah, dit Marie presque en pleurant, pourquoi, cher père, te moques-tu de mon bon Casse-Noisette? Il m'a dit tant de bien de toi lorsque nous sommes entrés dans le château Frangipane, et même lorsqu'il m'a présenté aux princesses ses sœurs. Il a dit que tu étais un médecin consultant de premier mérite. Le rire redoubla, et cette fois Fritz et Louise firent chorus avec les parents. Alors Marie alla dans la chambre voisine chercher les 7 couronnes placées dans une petite boîte et les présenta à sa mère en disant: Regarde, chère mère, voici les 7 couronnes du roi des rats que le jeune Drosselmeier m'a présentées en gage de sa victoire. La mère stupéfaite examina les petites couronnes qui, d'un métal très brillant, étaient si artistement travaillées qu'il était impossible qu'elles eussent été faites par des mains humaines. Le médecin consultant ne pouvait lui-même se lasser de considérer ces couronnes, et tous deux demandèrent très sérieusement à Marie d'où elle les tenait. Je vous l'ai dit déjà, répondit Marie. Que me demandez-vous de plus? Marie, vous êtes une petite menteuse, dit assez rudement le médecin consultant. Alors Marie s'écria en sanglotant. Pauvre enfant que je suis! Pauvre enfant que je suis! Que faut-il donc que je dise? Au même moment, la porte s'ouvrit. Le conseiller de justice entra et dit: Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Ma filleule, Marie pleure et sanglote. Qu'y a-t-il? Le médecin consultant lui raconta le tout en lui montrant les couronnes. Bagatelle, bagatelle, ce sont les petites couronnes que je portais il y a quelques années à ma chaîne de montre et que donnai à la petite Marie au jour anniversaire de sa naissance, lorsqu'elle avait 2 ans. L'avez-vous oublié? Mais le médecin consultant et sa femme ne se rappelaient rien de pareil. Lorsque Marie s'aperçut que les visages de ses parents étaient devenus plus affables, elle se jeta sur son parrain Drosselmeier et lui dit: Ah, tu sais tout, toi, parrain. Dis-leur donc toi-même que mon casse-noisette est ton neveu, et que le jeune Drosselmeier est de Nuremberg et qu'il m'a donné les couronnes. Le conseiller de justice prit une figure sérieuse et sombre et dit à voix basse: Quelle sotte plaisanterie! Alors le médecin consultant prit la petite Marie devant lui et lui dit: Écoute, Marie, laisse là tous tes rêves. Et si tu dis une seule fois encore que le sot et affreux Casse-Noisette est le neveu du conseiller de justice, je jette Casse-Noisette par la fenêtre et toutes tes poupées avec lui, mademoiselle Claire comme les autres. Alors la pauvre Marie n'osa plus dire tout ce qu'elle avait dans le cœur, car vous pensez bien qu'on n'oublie pas facilement des choses aussi belles, aussi magnifiques que celles qu'elle avait vues. Fritz Stahlbaum lui-même tournait le dos à sa sœur aussitôt qu'elle voulait lui parler du merveilleux royaume où elle avait été si heureuse, en prétendant même qu'il murmurait entre ses dents: Petit imbécile! Je ne veux rien croire de pareil, vu son excellent caractère, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne croyait plus un seul mot de tout ce qui lui racontait Marie, et que, dans une grande parade, il reconnut ses torts devant ses hussards, et le rattacha au shako, pour remplacer le plumet de bataille qu'ils avaient perdu, de bien plus hauts panaches de plumes d'oie, et il leur permit de jouer de nouveau la marche des hussards des gardes. Mais nous savons ce que nous devons penser du courage des hussards lorsqu'ils reçurent ces vilaines boulettes qui tachaient leurs vestes rouges. Marie n'osait plus parler de son aventure, mais les images de ces royaumes féeriques la berçaient de leurs délicieux murmures et de leurs doux et agréables accords. Elle revoyait tout lorsqu'elle y concentrait toutes ses pensées. Et de là vint qu'elle restait silencieuse et tranquille, profondément concentrée en elle-même, au lieu de jouer comme autrefois, ce qui faisait que tout le monde l'appelait la petite rêveuse. Il arriva une fois que le conseiller de justice réparait une pendule dans la maison du médecin consultant. Marie était assise près de l'armoire vitrée et regardait, plongée dans ses songes, le casse-noisette, et alors elle dit comme par une impulsion involontaire: Ah, cher monsieur Drosselmeier, si vous viviez véritablement, je ne ferais pas comme la princesse Pirlipat, et je ne vous refuserais pas, parce que pour moi vous auriez cessé d'être un beau jeune homme. Ah, quelle folie! S'écria le conseiller de justice.
Mais au même instant, il se fit un tel bruit et une si grande secousse que Marie tomba évanouie de sa chaise. Lorsqu'elle revint à elle, sa mère était occupée d'elle et disait: Mais comment une grande fille comme toi peut-elle tomber de sa chaise? Voici le neveu de monsieur le conseiller de justice qui vient de Nuremberg. Sois bien gentil. Elle leva les yeux. Le conseiller de justice avait remis sa perruque de verre, passé son habit jaune, son visage était souriant, et il tenait par la main un jeune homme de très petite taille, mais très bien bâti. Son visage avait la fraîcheur du lys et de la rose. Il avait un magnifique habit rouge brodé d'or, des bas de soie blanc et des souliers, un jabot. Il était joliment frisé et poudré, et tenait un bouquet de fleurs à la main. Derrière son dos descendait une queue magnifique. La petite épée qu'il avait au côté était si brillante qu'elle paraissait faite de bijoux assemblés, et le chapeau qu'il portait sous son bras semblait être fait avec des flocons de soie. Le jeune homme montra de suite quelle était l'élégance de ses manières en présentant à Marie une foule de magnifiques jouets d'enfants, principalement de la frangipane de toute beauté, et aussi les mêmes petites figures que le roi des souris avait brisées. Il avait aussi apporté à Fritz un sabre magnifique. À table, il cassa complaisamment les noix de toute la société. Les plus dures ne pouvaient lui résister. Il les mettait dans sa bouche avec la main droite, avec la gauche il tirait sa queue. Crac! La noix tombait en morceaux. Marie était devenue toute rouge lorsqu'elle aperçut le charmant jeune homme, et elle devint bien plus rouge encore lorsqu'au sortir de table, le jeune Drosselmeier l'invita à passer avec lui dans la chambre où l'on se tenait d'habitude et à s'avancer vers l'armoire. Jouez gentiment ensemble, mes enfants, dit le conseiller de justice. Puisque toutes mes pendules marchent bien, je ne m'oppose en rien à cela. À peine le jeune Drosselmeier fut-il seul avec Marie qu'il plia les genoux devant elle et lui dit: ô bonne excellente demoiselle Stahlbaum, vous voyez à vos pieds l'heureux Drosselmeier à qui, à cette place même, vous avez sauvé la vie. Vous avez eu la bonté de dire que vous ne me repousseriez pas, comme la méchante princesse Pirlipat. Si j'étais devenu laid à cause de vous, à l'instant j'ai cessé d'être Casse-Noisette et je repris mon ancienne forme, qui peut-être n'est pas désagréable. Estimable demoiselle, faites mon bonheur par le don de votre main. Partagez avec moi empire et couronne. Commandez avec moi dans le château de Frangipane, car là je suis roi. Marie releva le jeune homme et dit à voix basse: Cher monsieur Drosselmeier, vous êtes un doux et bon jeune homme, et puisque vous joignez à cela le titre de roi d'un pays agréable, habité par de très charmants sujets, je vous accepte pour mon fiancé. Et Marie devint aussitôt la fiancée de Drosselmeier. En prétend qu'au bout de l'année, il vint la chercher dans une voiture d'or tirée par des chevaux d'argent. À sa noce dansèrent 22 000 personnages ornés des plus belles perles et des diamants les plus magnifiques. Et Marie doit encore, à l'heure présente, être reine d'un pays où l'on peut voir partout des forêts d'arbres de Noël tout étincelantes, des châteaux transparents en frangipane, en un mot les choses les plus admirables et les plus magnifiques, quand on a les yeux qu'il faut pour voir tout cela. Ainsi finit le conte de Casse-Noisette et du roi des souris. Fin du chapitre 14. Fin de Casse-Noisette et le roi des souris par Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, traduit par Émile de la Bédolière 1872.